Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de revenir sur le sujet du reverse proxy et surtout de réaborder 4 points qui devraient compléter je pense la série déjà d'au moins 8 vidéos que j'ai faites pour vous expliquer comment mettre en place et comment correctement configurer votre reverse proxy. J'ai retenu Swag, qui est une implémentation de reverse proxy basée sur le serveur HTTP Nginx, et dans ces 4 points, vous verrez comment compléter, remettre à jour et améliorer le fonctionnement de votre reverse proxy. Les 4 points en question, c'est l'introduction de l'auto-reload, donc le rechargement automatique de configuration, directement maintenant dans l'image de base de Swag, donc c'était possible de le faire auparavant, mais maintenant vous pouvez le faire nativement, donc c'est encore plus facile. Le deuxième point, c'est des petites mises à jour autour de CrowdSec qui permet de sécuriser par des études comportementales l'accès à votre reverse proxy. Eh bien, je vais vous expliquer comment finaliser l'installation de CAPTCHA, de reCAPTCHA de Google, pour avoir un petit CAPTCHA quand vous avez un problème identifié de sécurité. Troisième point, comment différencier un accès interne d'un accès externe pour avoir des niveaux de sécurité un petit peu différents en fonction des cas de figure, mais toujours utiliser votre reverse proxy dans les deux situations, donc que vous soyez dans votre réseau local ou que vous l'accédiez depuis Internet. Et enfin, dernier point, on va parler de DBIP qui permet d'avoir du zonage géographique d'IP et donc d'automatiquement écarter les requêtes de clients qui viendraient d'un pays dont vous ne voudriez pas entendre parler, je ne sais pas, la Chine, la Russie, des choses comme ça. A priori, sauf si vous avez des connaissances dans ces pays-là, personne de ces pays ne devrait accéder à vos données personnelles ou à vos services personnels auto-hébergés, donc vous pouvez très facilement les filtrer. Alors pour les gens qui ont rien compris de cette première minute de vidéo, reverse proxy et tout ça, je fais juste un petit récapitulatif, mais vous avez une série de vidéos de toute façon pour vous remettre à niveau si c'est nécessaire. Un reverse proxy, qu'est-ce que c'est? J'en ai en particulier un dans cette machine, mais je l'ai sur pas mal de machines, en fait, dès que j'expose des services sur Internet. Donc un reverse proxy, c'est un service Internet, un service web, qui sert de guichet d'entrée pour tous les services que vous auto-hébergez. Donc, plutôt qu'exposer un par un tous les services sur Internet, avec le risque que ça a en termes de sécurisation et tout ça, les services, vous les gardez en interne, soit en interne vraiment de la machine, soit en interne de votre réseau local, et vous avez un espèce de guichet d'accès unique centralisé, qui va faire pour vous tout ce qui est la sécurisation de l'accès à ces services. Donc la gestion des utilisateurs, leurs droits, évidemment, et puis aussi la manière de s'authentifier. Est-ce que c'est avec un mot de passe? Est-ce que c'est avec une connexion, genre un OpenID Connect? Est-ce qu'il y a un second facteur d'authentification à ajouter? Et aussi, je vous l'ai dit il y a un instant, l'étude comportementale de ce qui se passe dessus, donc la sécurisation, un fail to ban tout simple pour dire s'il y a plusieurs mots de passe successifs qui sont invalides, je bannis complètement l'IP de manière à ce qu'elle ne m'embête plus, mais du CrowdSec aussi pour étudier le comportement sur plusieurs services ou plusieurs ressources d'un service, pour bannir en fonction de si, par exemple, quelqu'un est en train de scanner ou en train d'essayer d'exploiter une vulnérabilité corrigé ou pas encore corrigé. Voilà, donc ça c'est le reverse proxy. Si vous auto-hébergez, je ne peux que vous conseiller de vous familiariser, de déployer un reverse proxy. Moi je vous ai présenté l'implémentation qui m'intéresse le plus, qui est Swag, mais il en existe évidemment d'autres. Et donc on va compléter cette installation. Et mon guichet unique, vous le voyez ici, j'accède avec une page par défaut, qui est Homepage ici, qui me permet de voir la liste de tous les services auto-hébergés. Alors ici c'est sur cette machine-ci, mais évidemment j'ai plusieurs pages d'accueil en fonction du type de machine. Ça c'est mes services en production. Et donc, je peux ensuite accéder à différents services. J'ai du Nextcloud pour tout ce qui est hébergement de fichiers, de photos et tout ça, travail collaboratif, travail en ligne. Donc pour facilement avoir accès à mes données de type documents principalement, et puis des éditeurs en ligne. J'ai du Jellyfin pour accéder à mes ressources plutôt vidéo et audio. J'ai donc tout ça tourne sur un serveur Open Media Vault avec dessus du Docker, et sur les services Docker qui sont déployés, j'ai mon serveur Swag et tout un tas d'autres services, du Duplicati pour la sauvegarde, du LibreSpeed pour le test de débit, du File Browser pour manipuler des fichiers, Vault-Warden pour la gestion des secrets, et puis à droite ici vous voyez ma couche plutôt domotique, JDOM Home Assistant, et la partie DNS DHCP avec AdGuard Home. Voilà en gros un panel de ce que j'ai chez moi, et donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec ces 4 points dont je vous ai parlé, et on commence tout de suite avec le point le plus important, qui est la mise à jour de l'image Docker Swag par Linux Server IO, qui introduit le Docker Mode historique qui permettait de recharger à chaud les fichiers de configuration directement maintenant dans l'image, donc vous avez juste un booléen à mettre et vous bénéficiez automatiquement de cette nouvelle fonctionnalité. On commence avec une nouveauté qui n'en est pas nécessairement une, mais c'est l'intégration de la fonctionnalité d'auto-reload dans le reverse proxy Swag. Alors la fonctionnalité d'auto-reload,
Elle était déjà présente via un Docker Mod, et je vais vous montrer la documentation dans un instant pour que vous en soyez sûr. Je vous l'avais même présenté vite fait dans la liste des Docker Mod à l'époque, donc il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans, quand je vous ai fait les premières vidéos. Mais maintenant, donc, elle est intégrée en standard dans le Reverse Proxy, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, l'activer. Je pense qu'elle a été considérée comme suffisamment intéressante et stable pour que ce soit une fonctionnalité de base. Faites juste attention d'avoir une image relativement récente. Alors ici, quand je vous fais cette vidéo, on est fin janvier 2025. La version de l'image, elle est un petit peu compliquée à comprendre parce que 3.1.0, c'est la version du package Cerbot de Pip donc Cerbot pour générer vos certificats. Donc il faut comprendre que c'est ça qui fait la version principale de Docker Swag, plus la version ici de l'image Linux Server qui est en version 360. Donc si vous voulez être sûr d'avoir la version qui inclut directement Autoreload, il faudra aller vérifier que vous êtes bien sur une version 3.1.0 LS356 ou plus, qui date donc on va dire d'après mi-janvier. Si vous êtes sur les versions d'avant, vous n'aurez pas Autoreload d'intégrer dans l'image. Mais vous pourrez utiliser un Docker Mod si vous voulez rester sur une version plus ancienne. Donc Autoreload, je vous le remets ici, mais dans le README, vous voyez Deprecation Notice, qui veut bien dire que ce mod, ce Docker Mod a été déprécié, et il est intégré directement dans l'image de Docker Swag. Le principe général du mode, mais aussi maintenant donc de ce qui a été directement intégré dans l'image de Docker Swag, c'est d'aller observer tous les fichiers qui se trouvent sous config nginx. Alors je crois que ça utilise iNotify de Linux, il me semble, au niveau technique. Je ne sais pas si c'est pas écrit ici, mais il me semble que c'est la manière dont c'est fait. Vous aurez la documentation, et alors ici je prends la documentation directement sur GitHub, mais vous avez aussi la page de documentation de Linux Server IO qui reprend en gros ça, hein, donc c'est juste un petit peu plus lisible qu'un README, mais ça reste quand même exploitable, hein. Et donc vous aurez dans la documentation qui est ici toute une section qui a été rajoutée sur les capacités maintenant d'Autoreload. Donc les capacités d'Autoreload, elles se chargent avec deux paramètres qui sont en fait des injections de variables d'environnement en gros, hein. C'est Swag Autoreload qui par défaut est à faux, donc si vous ne le mettez pas, vous n'avez pas l'Autoreload d'activer. Voilà, c'est plus sûr. Et pareil pour la watchlist, donc la liste de surveillance pour l'autoreload, par défaut vous en avez une par défaut que vous pouvez personnaliser si vous le souhaitez. Le reste n'a pas changé, donc je vous montre quand même ce que ça donne directement sur une machine réelle, hein, qui tourne et qui fait tourner du swag. Donc je vais ici sur mon fichier compose, et vous verrez que j'ai, alors à quel endroit précisément, bah ici, vous voyez, les Docker Mods ici, donc j'ai plus le Docker Mods d'Autoreload. Par contre, j'ai quand même d'autres Docker Mods que je vous conseille quand même d'avoir, donc c'est par exemple le DDBIP, donc pour avoir la gestion géographique des IP, si vous voulez faire du zonage géographique pour interdire, je ne sais pas, par exemple la Russie, la Corée, la Chine, d'accéder à votre machine, les États-Unis peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, si vous voulez protéger au maximum votre machine, en plus de d'autres techniques comme vous connaissez aussi CrowdSec, dont on parlera un petit peu plus tard. Le Swag Dashboard que je vous ai montré dans une vidéo aussi à part, donc vous avez toujours ce Docker Mod qui est disponible, et donc la partie CrowdSec qui vient s'intégrer directement dans votre image de base. C'est le principe en fait des Docker Mods, c'est de venir enrichir l'image de base avec des capacités qui ne sont pas directement dans la base pour éviter, si c'est pas stable ou si tout le monde n'en a pas besoin, de venir polluer l'image standard. Et donc vous avez ici Swag Autoreload qui est à true. Je vous conseille en production de le mettre à false. Ça évite d'activer une fonctionnalité dont vous n'avez pas nécessairement besoin, puisqu'en production, vous n'allez pas ouvrir des services comme ça tout le temps. Donc vous passez à true quand vous voulez lancer soit sur votre petite machine de test, pré-prod ou autre, pour faire de l'expérimentation, soit en production quand vous ajoutez un nouveau service ou quand vous modifiez un service pendant quelques temps pour pouvoir vous faciliter la tâche, et vous le remettez ensuite à faux pour être tranquille. Donc voilà, en gros, ça s'active juste avec une variable que vous mettez là. Donc je vous montre l'effet que ça a. Imaginons que je vais sur un service comme... on va prendre un truc anecdotique parce que j'ai pas besoin de vous montrer un service très important. On va prendre LibreSpeed. Donc je vous ai mis en arrière-plan ici le follow logs de mon service Compose, ce qui permet de voir sur le conteneur Docker Swag. Vous avez ici les logs, et j'ai commencé à jouer avec pour peupler un peu des logs pour vous montrer. Donc imaginons, j'ai donc LibreSpeed qui est accessible, je veux le rendre inaccessible, donc je veux plus qu'il soit disponible sur le Reverse Proxy. J'ai juste, par exemple, à renommer
mon fichier de configuration. Donc s'il s'appelle .conf, il est pris en compte par Swag. Si je le renomme, par exemple hold ou backup ou peu importe, si je le renomme, vous allez voir, hop, il réagit immédiatement, mon reverse proxy, et ici il me dit que le fichier a été détecté comme déplacé. Donc voilà, il n'y a plus le fichier LibreSpeed subdomaine conf, et donc du coup, normalement, on va les vérifier ensemble, mais normalement, le service n'est plus disponible. Donc si je me rends ici sur ce service-là, je fais F5, bah, on voit que le service n'est plus disponible et j'ai basculé donc sur la page standard. Comme j'ai eu un 404, bah, je vais sur la page d'accueil de mon reverse proxy, qui est la page que vous connaissez, qui est la page de homepage. Le truc qui est également intéressant, c'est que ça fonctionne aussi évidemment avec les modifications que vous faites dans les fichiers. Donc si par exemple ce service LibreSpeed, je veux le rendre disponible à l'extérieur de chez moi, ça n'a pas spécialement d'intérêt, je peux faire une modification sur le fichier, et dans un instant je vais aussi vous parler vite fait de ces deux petits switches là, parce que ça peut vous intéresser, c'est quelque chose qui est assez personnalisé sur ma config, qui n'est pas dans les templates par défaut. Donc je vais faire un CTRL-S, vous observez bien les logs sur la gauche, voilà, vous allez voir un modify ici, donc vous avez des move to, move from, et aussi un modify, donc il voit bien la modification dans le fichier de config, et donc il l'applique. Donc ça peut aussi permettre, comme ça très rapidement, d'appliquer les nouvelles configurations. Alors je vous le redis, faites très attention, parce que si vous faites un travail qui est temporaire, c'est-à-dire qu'ici vous faites des expérimentations, en particulier ce que je viens de faire là, donc je viens d'exposer un service sur internet, donc en mettant external, bah, vous pouvez malencontreusement mettre quelque chose qui ne devrait pas être rendu public sur internet. Alors faites quand même attention à ce que vous faites, parce que si vous n'avez pas activé certaines sécurisations, du genre vous n'avez pas encore décommenté les lignes autour de Ocelia, que ce soit au niveau du serveur mais aussi au niveau des locations, vous pouvez commencer à publier sur votre reverse proxy, donc peut-être sur internet, des choses qui ne sont pas configurées. Donc voilà, c'est pour ça que en général, moi je vous conseille, c'est pas quelque chose d'obligatoire à avoir, l'auto-reload, c'est assez sympa si on a l'habitude et si on sait faire, mais quand on est sur des phases de migration, des trucs comme ça, peut-être que ça vaut le coup de redémarrer une seule fois son reverse proxy, une fois qu'on a bien fait toutes les modifications, qu'on a passé en revue par exemple avec VS Code la liste des changements sur les fichiers qu'on a appliqués, pour être sûr de son coup et le faire en un coup avec un seul redémarrage. À vous de voir en fonction de ce que vous préférez. L'avantage c'est que maintenant la fonctionnalité est parfaitement stable, puisqu'elle a été intégrée directement dans l'image de base, donc si vous voulez l'exploiter, vous pouvez l'exploiter. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est au niveau de l'intégration entre Docker Swag et CrowdSec. Donc CrowdSec, si je le prononce avec un petit peu d'accent, mais ça va vite être pénible dans la vidéo, donc je le prononce sans accent. Je vous avais parlé du CAPTCHA, qui est fourni par le service reCAPTCHA de Google. Donc je vous avais expliqué comment le configurer, donc il est ici, hein. C'est juste un service de reCAPTCHA, donc vous pouvez en avoir plusieurs, moi j'ai choisi le Google reCAPTCHA, et évidemment de quoi se connecter sur ce service de reCAPTCHA, donc avec un secret approprié. Le truc c'est que reCAPTCHA fonctionnait mais avait des limitations, il était en gros inopérant dans beaucoup de situations, surtout sur le redirect final, des choses comme ça, à cause des dépendances de Swag, mais pas directement de Swag, c'était de Nginx, et encore c'était pas directement de Nginx, c'était de certains modules Lua de Nginx. Donc j'avais ouvert un bug à l'époque là-dessus. En fait, il y avait deux bugs qui me posaient problème. Un que j'ai pas ouvert moi directement, mais qui m'embêtait, qui a été résolu très récemment. Donc c'était ce bug S6RC qui créait en fait une erreur en fin de démarrage, ouvert par Giovanni Papini et résolu il y a à peu près 2 semaines, je crois. En tout cas, il a été confirmé il y a une semaine. Et l'autre qui a été clos assez rapidement, parce qu'en fait, le souci c'est qu'on pouvait pas faire grand-chose directement ni dans Docker Swag ni dans Nginx, mais c'était qu'il y avait des avertissements sur des dépréciations pour de la cryptographie, des trucs comme ça, autour des images de Nginx en fait. Et en fait tout ça, ça posait un problème, c'est que il y avait une incompatibilité entre le Lua donc les dépendances Lua de Nginx, donc de Swag ici, qui était utilisé, et de CrowdSec. Voilà, donc en gros, on ne pouvait pas faire correctement fonctionner CrowdSec avec le CAPTCHA. C'était assez embêtant. On pouvait l'activer, mais on ne pouvait pas l'exploiter. Maintenant, le problème est résolu, donc j'ai vraiment un service reCAPTCHA qui est actif. Donc ici, pour les configurations reCAPTCHA, il faut aussi que je vous montre dans mon VS Code, on va aller sur le service CrowdSec, dans la partie config, dans la partie profiles,
ici vous verrez aussi qu'il ne faut pas oublier d'ajouter dans son profil une entrée concernant Capture Remediation, donc pour dire, parce que normalement vous n'avez que ça en fait, pour être précis, vous n'avez que ce genre de définition là, ce qui dit c'est une IP Remediation, donc s'il y a un souci, si le scope c'est IP, dans ce cas là on banne pendant 4 heures, et moi j'ai rajouté une notification par email pour savoir qu'il y a un bannissement qui a eu lieu sur mon serveur. Mais on peut aussi rajouter d'autres décisions, d'autres règles, d'ordre de décision. Donc on peut, avant cette entrée terminale, on va dire de bannissement temporaire, mettre un Capture Remediation. Donc dans ce cas-là on dit, si, même contrainte ici, que le scope d'alerte, mais qu'en plus on a un scénario qui contient HTTP et que on a eu moins de 2 décisions dans l'alerte, dans ce cas-là, on peut lancer un CAPTCHA pendant 4 heures sur une adresse IP. Tant que le CAPTCHA n'est pas résolu, le CAPTCHA reste en activité. Si le CAPTCHA est résolu, on a un break. Sinon, on reste dans cette règle-là. Voilà, donc ça, il faudra bien aussi activer ça, sinon vous n'aurez pas du reCAPTCHA automatique et vous n'aurez pas des décisions reCAPTCHA insérées par adresse IP en fonction des problématiques qui se posent. Et donc, vous avez bien un reCAPTCHA qui se pose. Alors, je peux vous montrer en gros en quoi ça consiste. Donc ici, on est sur ma page homepage fournie par mon reverse proxy. Je fais un reverse CLI decisions list. Pas de décision. Et donc je vais pouvoir rajouter une décision sur mon adresse IP. Donc pour l'écriture, faut vous renseigner avec la documentation de CrowdSec ici, puisque c'est directement leur API. Donc je peux le faire avec mon adresse interne, par exemple, lui dire ajoute une décision sur l'adresse IP, tu fais un CAPTCHA pendant 1 heure. Et donc on peut aller voir la liste de décisions. Et là pareil, que ce soit depuis l'interface web de CrowdSec ou ici depuis la ligne de commande, vous verrez que du coup, soit il y a une décision automatique, avec du coup ici vous aurez les événements, les règles et tout ça qui ont mené à cette décision, soit si vous, ici pour à titre d'exemple, je l'ai fait manuellement, j'ai inséré une restriction CAPTCHA. Donc si je retourne sur ma page et que je fais un F5, voilà, vous voyez que tout est tombé en panne, tout s'allumait en rouge, et ici j'ai bien un CrowdSec CAPTCHA, fourni par reCAPTCHA. Donc si je clique dessus, c'est bien du Google CAPTCHA. Donc soit il va me proposer un challenge, et là j'ai pas eu besoin de challenge parce que voilà, il a détecté une activité humaine, donc il n'y avait pas de risque particulier, et il m'a laissé passer, et je suis sorti de la décision de CAPTCHA. Soit j'aurais pas réussi le challenge, ou il y aurait eu besoin d'une détection d'humain, et dans ce cas-là vous aurez eu les petits challenges genre les images à détecter, des trucs comme ça, pour pouvoir passer dans tout ça. J'ai aussi reçu un mail, et vous le voyez ici à l'écran, donc j'ai aussi branché une notification par mail pour derrière pouvoir être informé qu'il y a soit du CAPTCHA, soit du ban qui a été apposé sur une adresse IP. Donc ici je l'ai fait manuellement, mais j'ai quand même une notification par mail, et puis on voit l'adresse IP. Donc c'était une adresse IP ici interne. Évidemment ça n'a pas d'intérêt de le faire sur des adresses IP internes, on le fait sur des adresses IP externes, mais c'était beaucoup plus simple de vous montrer comme ça. Donc c'est bon pour les décisions, donc je vais pouvoir quitter ici mon terminal, et je voulais vous parler maintenant, ça va être le 3e point de cette vidéo sur Reverse Proxy Swag, de ces sections external-internal qui ne sont pas du tout dans les templates par défaut. Si vous prenez le template LibreSpeed, vous verrez ici, il n'y a pas, ça n'existe pas, cette notion d'internal-external. Alors je ne retrouve pas le blog sur lequel j'avais trouvé l'information initialement. Alors je vais vous en référencer un, mais je pense que ça ne venait pas directement de cette page-là. Elle n'est pas si mal faite cette page-là, il y a des informations intéressantes pour la culture générale de certains services, et aussi pour la culture générale autour de Swag. Et en particulier, elle présente aussi l'information internal-external. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que j'ai pas inventé ce concept de fichier de configuration internal-external. Je l'ai mis en production sur ma machine, à ma sauce en tout cas, mais voilà, ça vient pas directement de mes configs à moi. Donc j'aurais aimé citer la bonne personne, mais j'ai pas retrouvé le bon blog, donc par défaut je vous montre quand même ça, puisque c'est quand même assez complet. Donc je pense que ce sera quand même suffisant pour vous aider. Alors en quoi ça consiste techniquement? C'est très très simple. Vous allez donc définir 2 fichiers de configuration
par exemple sous directement votre répertoire Nginx. Après ça, vous pouvez les mettre ailleurs si vous voulez, mais bon, c'est quand même plus simple de les mettre avec ces configurations-là. Donc un fichier external, un fichier internal. Donc l'internal, c'est le plus simple. C'est un fichier qui est personnalisé par rapport à votre réseau local. Donc ça va dépendre du type d'adressage en local que vous avez. Donc moi, j'ai une Livebox, c'est mon routeur aussi sur le réseau. Moi, je suis sur un réseau en 192.168.1 quelque chose, donc je l'ai configuré. J'ai un hello, donc autorise sur ce type d'adresse, et j'ai un deny pour tout le reste. Ce qui veut dire que si la requête qui vient sur mon reverse proxy vient d'une adresse IP locale à mon réseau, elle va passer. Sinon, c'est la règle deny qui va être exécutée et qui va être rejetée. Enfin, qui va rejeter donc la requête. Ça, c'est pour internal. Si maintenant on regarde external, ça va dépendre exactement des services que vous avez déployés. Si jamais vous avez du géoblocking, alors que ce soit avec des listes d'autorisation ou des listes d'exclusion, dans ce cas-là, on va configurer de toute façon ici un geoblacklist égale no, dans ce cas-là retourne 404, et sinon, si vous êtes plutôt dans un mode geo-whitelist, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus complexe, c'est décrit ici. C'est aussi décrit, je crois, si je prends ce bout de texte-là, voilà, je crois ici, vous l'avez, using wifeater, voilà, vous l'avez là, donc c'est à peu près la même chose, sauf que c'est écrit ici. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, de toute façon, cette reconnaissance géographique d'adresse IP, elle n'est valide que si je suis sur un réseau externe. En interne, évidemment, j'ai des adresses IP locales, il n'y a pas de découverte géographique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai unifié les deux concepts pour dire forcément ici je suis soit sur un réseau externe, soit sur un réseau interne. Alors, je pourrais autoriser les deux, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt de dire l'un ou l'autre. C'est soit je dis on peut passer en externe et ça marchera aussi en interne, soit je ne passe qu'en interne. Et si je passe en externe, comme de toute façon j'ai une différence avec le template de base que je vous ai montré ici, où de toute façon il me manque des trucs, que ce soit pour la gestion de regarder en fait les adresses IP par rapport à la zone géographique, si on les autorise ou pas, ou dire que c'est interne. Du coup je me suis dit je vais rajouter un bloc systématiquement dans tous mes templates, où je dis si c'est externe tu vérifies l'origine de l'adresse IP, si c'est interne, tu vérifies si c'est bien une adresse de mon réseau à moi, sinon tu rejettes. Donc voilà, je l'ai sur tous mes templates, tous mes fichiers configurés, vous les voyez ici. Et pour chacun, je dis est-ce que le service est accessible de l'extérieur ou de l'intérieur. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué à mettre en place, mais il faut voir que en plus sur mon serveur DNS, et ça je vous l'avais expliqué, mon serveur DNS c'est AdGuard Home, donc même si j'ai conservé en tant que routeur ma Livebox, mon serveur DHCP, mon serveur DNS c'est AdGuard Home que je déploie chez moi, et donc c'est lui qui va attribuer des adresses IP, qui va attribuer son serveur DNS, donc lui-même pour servir des adresses, et j'ai une réécriture DNS qui existe dedans. Donc évidemment je vous cache la partie publique on va dire de mes réécritures, mais sur mes noms de domaine publics, je renvoie sur mes adresses internes en fait que vous voyez ici. Et donc ça me permet de dire quand je suis sur mon réseau local, je peux aussi accéder à mes machines comme si j'étais à l'extérieur avec leur nom de domaine. C'est juste qu'il va y avoir un raccourci, ça va partir sur en adresse locale sur le réseau local. Donc en entrant directement sur l'adresse IP du reverse proxy en local. Et donc comme ça, très facilement, je peux faire la bifurcation en disant est-ce que je n'autorise que externe, que interne, et je branche ça sur mes services. Donc en gros, alors il n'y a pas énormément de services que je réserve que sur de l'interne, mais je sais pas, par exemple, un truc typique d'ailleurs c'était LibreSpeed. LibreSpeed, je fais des tests de débit en interne, j'ai aucun intérêt de le faire en externe, surtout avec ma fibre qui n'est pas assez puissante pour tester mon débit, donc je l'expose pas directement sur internet. Mais il y en a d'autres comme ça que je n'expose pas non plus sur internet. Alors OpenMediaVault, je sais pas s'il est exposé, il est exposé. Bon, je vous en montre quelques-uns, la plupart sont exposés, mais en tout cas ça me permet très facilement de les exposer ou de ne pas les exposer en fonction de mes besoins. Tiens, d'ailleurs je suis en train de me dire ici, il faut que je renomme mon portainer, puisque portainer sur cette machine je ne l'utilise plus, donc je vais faire un fichier back, et donc je ne vais plus l'exposer, et là, comme je suis en auto-reload, il n'est plus maintenant visible. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, c'est pas grand chose, donc je vous le redis, external, internal, je vous remettrai de toute façon le lien de ce blog là, du coup, puisque c'est le seul que j'ai sous le coude, pour vous expliquer avec les deux sections. Donc il y en a une, c'est comment on fait du géobloc, c'est un DB mode, un Docker mode DBIP. Donc évidemment, si je reviens là-dedans,
vous verrez que mon docker mode swag dbip, il est bien là, je vous l'ai dit dès le départ. Donc ça, il faudra le mettre en place si vous voulez que ça fonctionne, et c'est un peu expliqué ici, avec geo whitelist, geo blacklist et lan IP, ce qui vous permet de savoir d'où ça vient dans le monde. Et moi j'ai bien un fichier ici qui me dit ce que j'autorise, ce que j'autorise pas. Donc toujours si vous avez un doute, hein, si par exemple vous voulez aller voir plus loin la notion de docker mods pour cette restriction géographique, en tout cas vérifier comment le mettre en place et comment ça fonctionne, vous avez donc le README qui explique vraiment tout dans le détail. Donc je vous l'ai dit, c'est un docker mod, donc il ne sera pas dans la partie README de base. Par contre, vous avez quand même le lien vers les docker mods de cette image, donc vous avez juste à chercher ici Docker mods, donc vous avez des Docker mods universels, donc qui sont valables pour toutes les images, et vous avez les Docker mods qui sont spécifiques, donc universels, spécifiques. Donc vous allez sur ceux qui sont spécifiques, vous avez tous, dont l'auto-reload et tout ça. Et donc je vous l'ai dit, CrowdSec il est ici, Dashboard il est ici, et moi celui que j'ai activé donc c'est DBIP pour la restriction géographique. Vous allez dedans et ça va vous expliquer exactement ce qu'il faut faire, comment ça s'active. Donc vous voyez ici avec le mode swag DBIP, et aussi ce qu'il faut faire, donc c'est-à-dire aller dans le fichier config nginx et nginx-conf, et dans HTTP vous rajoutez setInclude, et pareil vous ajoutez dans de DBIP-conf, vous ajoutez des countries. Donc je vous montre en pratique ce que ça donne. Comme ça, vous verrez comment s'activer sur ma machine et ça vous permettra d'avoir le petit point bonus, comment activer la restriction géographique sur votre reverse proxy qui est quand même assez sympa à avoir. Donc include ici, donc le dbip-conf il arrive parce qu'il y a le docker mode en question, et donc le fichier à éditer, on le voit à peine ici puisqu'il est juste en dessous, donc c'est le fichier standard, quasiment racine, le nginx.conf, et dedans vous devez injecter donc un include qui concerne dbip-conf. Alors il est dans la section, je crois, HTTP, on doit l'avoir, voilà, ici. Alors je crois qu'il est commenté par défaut, hein, il est dans le fichier template. On peut aller vérifier d'ailleurs. Hein. Non, donc je dis des bêtises, il n'est pas dans le fichier template, donc il faudra vraiment l'ajouter à la main. Et donc moi je l'ai mis à cet endroit-ci, include in server blocks, etc. Donc je l'ai mis juste en dessous ici. Et le deuxième, c'est dans le fichier dbip-conf qu'on vous fournit, donc vous pouvez le customiser. Et c'est ici où vous ajoutez la liste des pays que vous voulez mettre en liste d'autorisation ou mettre en liste d'exclusion. Donc vous voyez ici en exclusion, j'ai par défaut c'est oui, et j'ai gardé donc tous les pays qui me paraissent ne pas être légitimes sur ce type de choses. Et vous avez la même chose, on voit pour les adresses locales, default no, et puis pour les différentes classes d'adresses IP internes que vous pouvez commenter si vous ne les utilisez pas, mais de toute façon c'est des adresses IP internes, donc il n'y a pas de souci à les laisser telles quelles. Donc ici c'est là où vous avez la 192.168.1 quelque chose que j'utilise, donc elle est sur cette ligne là. Donc du coup vous pouvez utiliser la geo blacklist, la geo whitelist ou la LAN IP aussi dans vos ici là si vous en avez besoin. Donc au lieu d'aller exploiter comme je vous l'ai montré, hop je reviens external ici, vous avez if geoblacklist égale yes ou no, vous avez la possibilité de dire if lan IP égale yes. Donc dans le internal ici, moi j'ai mis du holo, mais vous auriez aussi la possibilité de mettre un truc du genre, je ne l'ai pas testé donc je ne veux pas non plus vous dire des bêtises, mais vous pourriez directement ici avoir quelque chose du genre là, si lan IP égale yes, alors hello, sinon deny. Voilà, j'ai repersonnalisé vite fait la IP, je pense que ça ne changera rien, c'est juste pour être plus précis. Si jamais vous vous posez des questions sur les adresses IP et les masques, puisque avec le slash c'est un peu plus compliqué à lire que directement avec les chiffres significatifs quelque part. Alors ça se lit très bien quand on a l'habitude, enfin de temps en temps je l'ai raté, mais en général ça se lit bien. En tout cas, vous avez ici une version où vous tapez directement, on va dire l'adresse de début, le masque, et vous faites calculer, et il va vous dire automatiquement comment ça se calcule, donc précisément avec son masque et tout ça, comment il fait. Et ensuite, il vous montre quel type de réseau vous allez avoir, donc en gros, quelle est l'adresse de broadcast, donc la 255, et quelle est la liste des adresses IP autorisées, donc de 1.1 à 1.254. Alors évidemment, j'ai rendu ça, moi, extrêmement précis, que ce soit là ou dans mon internal conf, j'ai remis un 1 à 24, mais le 0.16 pourrait faire l'affaire. Hein. Vous voyez ici, si je tape
0.16 et que je fais calculate, je vais être de 0.1 à 255, 254, plus le broadcast en 255, 255. C'est juste que je suis beaucoup trop large par rapport à mon adressage, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Peut-être vous exploitez un peu mieux vos classes d'adresse IP, vos ranges en tout cas d'adresse IP, donc peut-être ça aura du sens d'aller un peu plus dans le détail. En tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai configuré, ça me va très bien en l'état. Voilà, donc vous avez vu les nouveautés sur DockerSwag, les possibilités avec CrowdSec pour avoir du CAPTCHA qui est maintenant parfaitement fonctionnel. En tout cas, je l'utilise depuis... Alors ça, c'est un peu plus ancien, ça date pas d'il y a quelques semaines, ça date d'il y a quelques mois où ils ont configuré les dépendances, mais maintenant c'est parfaitement fonctionnel. Vous avez vu internal, external qui pourra peut-être vous servir si jamais vous avez beaucoup de services que vous voulez tous les faire passer dans le reverse proxy pour les sécuriser en termes de gestion d'utilisateurs et tout ça, mais pas tous les rendre disponibles sur Internet, gardez certains en local. Vous avez vu comment faire. Et en bonus, vous avez vu ce DBIPconf qui vous permet en plus d'avoir du zonage géographique avec un autre Docker mode dont je vous avais parlé rapidement, mais qui permet de vous protéger contre des attaques, on va dire, des scans d'IP de certains pays. Donc moi je pense que ce serait très intéressant que je rajoute par exemple les États-Unis, parce que je sais que je suis régulièrement scanné par les États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens des États-Unis qui viennent voir sur ma machine, donc je pourrais rajouter États-Unis, même si c'est pas un pays hautement dangereux, mais vous voyez qu'il y a déjà une petite liste de pays qui n'ont rien à voir rien à voir à faire avec mes serveurs, mes services, et donc qui sont directement bloqués. Voilà donc ce qui conclut cette vidéo sur le reverse proxy. Donc on est maintenant à la vidéo numéro 9 et je vais continuer. Pour les gens qui me demandent régulièrement est-ce que tu peux me tester un autre reverse proxy, des choses comme ça, je vous rappelle que l'idée principale de ma chaîne et du contenu que je souhaite faire, c'est de vous parler de mon expérience, donc de vous expliquer ce que j'utilise. Évidemment j'utilise d'autres logiciels, j'ai testé d'autres reverse proxy, j'en ai même un autre qui est déployé, qui est en production, mais l'idée c'est vraiment de me focaliser sur celui qui me semble le plus général, le plus adapté à mon usage et probablement le plus adapté à l'usage de beaucoup de personnes. Il y a d'autres solutions qui existent, mais je ne vais pas m'éparpiller sur ces diverses solutions puisque je n'aurai pas le même niveau d'expertise, de connaissances et la même capacité à vous partager des informations que sur celui que j'utilise au quotidien et qui remplit 100%, voire plus même, de mes besoins, de mes envies, et évidemment ce que je dois déployer sur mes machines. Donc voilà, c'est pour ça que je ne m'éparpille pas sur différentes implémentations ou différentes variantes d'un même service, sauf quand c'est nécessaire pour vous expliquer quand je bascule ou comment j'ai fait un choix, mais ici, je continue en fait sur la lignée du reverse proxy swag. Pour les gens qui sont restés jusqu'à maintenant dans cette vidéo, merci beaucoup. Une dernière petite question pour ceux qui auraient une idée en fait. Je vais bientôt rendre cet écran, mais j'avais quand même un besoin, c'est d'avoir un câble de qualité. On le voit ici, j'ai besoin d'un câble Thunderbolt 4 ou 5, avec connecteur USB-C, donc évidemment, pour y connecter mes ordinateurs portables, dont vous voyez un ordinateur ici sur le côté. Je ne trouve pas de câble de qualité en longueur de plus de 1 mètre, je cherche environ 1,80 m, pour aller de l'écran ici, sur le côté gauche de mes ordinateurs, puisqu'en fait la plupart du temps les connecteurs Thunderbolt d'alimentation sont plutôt à gauche. Ici j'ai un connecteur USB-C, mais c'est pour les sorties vidéo et l'USB plus classique. Donc si vous connaissez de très bonnes marques, je cherche pas du AliExpress à bas coût et des choses comme ça, de très bonnes marques achetables en France, en compatible Thunderbolt, mais avec les vraies capacités Thunderbolt, pas juste un câble USB de base, mais des charges 240 watts, du Thunderbolt 4 ou 5, avec des gros débits, du plus de 80 gigabits seconde de transfert, voire même au-delà en asymétrique, ça m'intéresse. Donc si vous connaissez un câble de plus de 1 mètre, évidemment, parce qu'un câble de 1 mètre j'en ai déjà et ça me suffit pas, bah, je suis intéressé, partagez-moi peut-être la marque et le modèle, et je me renseignerai si je peux facilement me le procurer. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le reverse proxy swag vous aura intéressé. Puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, soit sur, évidemment, la ligne des reverse proxy et des services auto-hébergés, soit sur d'autres thématiques, puisque vous savez que j'aborde pas mal de thématiques sur ma chaîne, en fait, que ce soit du matériel, du logiciel, de la domotique, voilà, au sens large, donc la high-tech. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.